Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. Ils ont grandi dans la mâchoire de Have et Tim McKenna leur consacre un documentaire de 34 minutes co-réalisé avec Arthur Bourbon, un hommage à notre vague monumentale et à toute la vie qui l'entoure. On vous emmène ensuite dans les coulisses du service de déminage du NEDEX, présent lors des Jeux Olympiques à Teahupo'o pour des opérations de fouille et de sécurisation. Ces spécialistes des explosifs ne baissent pas la garde. Cap ensuite sur les Tonga pour lever le voile sur la fabrication du tapa, une étoffe précieuse dans la culture tongienne et un savoir-faire ancestral maîtrisé par toutes les femmes de cet archipel. Ils s'appellent Tahou et Gilbert et sont les enfants de Teahupo'o. Avant l'engouement de ce spot pendant les JO, ils surfaient déjà ce mastodonte. Tim McKenna et Arthur Bourbon ont donc co-réalisé le documentaire Children of Teahupo'o, déjà doublement récompensé pour embarquer le spectateur au-delà de la vague. Zeneb Anachi et Nicolas Pérez. Loin des compétitions de surf et des feux des projecteurs, le film Children of Teahupo'o s'attache à raconter le mode de vie des surfeurs de la commune du bout de la route. La vague est désormais célèbre à travers le monde grâce aux Jeux Olympiques. Ce court-métrage met en scène deux enfants du village qui la côtoient depuis l'enfance. Pour illustrer ce film, une grande marque de surf a fait appel au photographe Tim McKenna. Il y a vraiment un attrait de beaucoup de gens pour des documentaires parce qu'ils veulent comprendre ce qui se passe derrière. Et on voit toutes ces images de Teahupo'o dans les magazines, à la télévision, mais on ne sait pas exactement comment se passe la vie dans le village. Donc voilà, c'était montrer voilà, tout ce qui se passait derrière les images en fait. C'est sans doute cette mise en lumière d'une Polynésie contrastée qui ne laisse pas le grand public indifférent, mais c'est aussi cette rencontre avec les vrais visages du surf de Teahupo'o qui marque les esprits. À l'image de Gilbert, à peine âgé de 16 ans, calme mais intrépide. Il prenait les bombes de la journée et puis il avait l'air super relax, c'était comme s'il surfait des vagues d'1,50 m. Il fait partie maintenant de ce petit gang de jeunes surfeurs qui surfent Teahupo'o comme pas d'autres et qui fait des choses qu'on a jamais vues auparavant. Tim McKenna, photographe émérite qui a permis de faire connaître la vague à travers le monde 30 ans auparavant, a conscience que Teahupo'o ne sera plus jamais la même. C'est l'année de Teahupo'o, quoi. Oui, c'est comme je dis maintenant, Teahupo'o c'est devenu un peu comme la Tour Eiffel pour Paris. Quand on va à Paris, il faut aller faire une photo de la Tour Eiffel. Et à Tahiti, c'est pareil. Je ne connais pas beaucoup de touristes maintenant qui passent pas voir la vague s'il y a des conditions, quoi. Ce court-métrage atypique qui rend hommage aux habitants de Teahupo'o rappelle l'importance de protéger ce site. Primé lors de festivals à travers le monde, Children of Teahupo'o va continuer de faire parler de lui un certain temps. C'est difficile à expliquer, mais il y a vraiment une ambiance dans le film qui fait que les gens, quand ils l'ont vu, ça reste dans leur esprit, ça reste dans leur tête. Et depuis qu'il est sorti, j'ai énormément de gens qui me disent « Ah, j'ai vu le film, ça m'a touché ». Le film a déjà eu 2 prix, un au Portugal et un au Noosa Film Festival en Australie. Et il y a même un projet pour l'année prochaine pour peut-être une version plus longue. Donc voilà, la vie de Children of Teahupo'o continue. Children of Teahupo'o, un film entre sport extrême et transmission des traditions. Ils travaillent dans la discrétion. Les militaires du GRIN, comprenez le groupe régional d'intervention NEDEX, sont les spécialistes à des engins explosifs. Et s'ils étaient à Teahupo'o pendant les JO, ils sont appelés en moyenne 1 fois par mois pour du contrôle ou pour neutraliser de vieux obus. Thomas Chabrol. Précieux pour les équipes du NEDEX, doté d'une caméra et d'une pince, il permet d'approcher et de fouiller des colis suspects. Dans ce scénario, l'équipe prend la décision, dans un premier temps, d'envoyer le robot pour contrôler le colis dangereux. À l'intérieur, des grenades, un périmètre de sécurité est mis en place avant toute intervention. On se concerte avant avec le numéro 1. Et puis la dernière décision, en fait, c'est bien le numéro 1 qui la prend. D'accord. Ensuite, on arrive face à l'objet suspect. Il va falloir vraiment maîtriser en fait, son sang-froid face à l'engin 1.
Pour se protéger des impacts en cas d'explosion, comme il le ferait en situation réelle, ce démineur enfile cette combinaison de sécurité. Elle pèse 35 kg. Ce Polynésien est déjà intervenu sur la neutralisation d'une roquette au Mali. Dans de telles opérations, ce sont ces spécialistes qui décident de la procédure à adopter face à un engin explosif. À chaque intervention de neutralisation, d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs, les démineurs travaillent en binôme. Un numéro 1, un numéro 2. Le numéro 1 qui va aller sur l'engin pour la neutralisation et le numéro 2 qui va être essentiellement occupé à la préparation du matériel pour la suite de l'opération, à la gestion de l'arrière avec les moyens sanitaires, avec les forces de sécurité qui bloquent le périmètre, etc. Toute cette gestion-là, elle est gérée par le numéro 2. Les 6 démineurs du NEDEX de Polynésie s'entraînent 2 fois par semaine. Ils sont en alerte 24 heures sur 24 et peuvent intervenir en moins de 2 heures où que ce soit sur l'île de Tahiti. Mais le rayon d'action du NEDEX s'étend aussi à tout le territoire. Selon la menace, les précautions diffèrent. Ça dépend de la situation. En fait, on va parfois être amené à neutraliser qu'en partie, on appelle ça donc sécuriser, pour ensuite détruire ou continuer la neutralisation ailleurs. Et parfois, on n'a pas le choix, il faut détruire sur place puisque c'est trop dangereux à être déplacé. Depuis le début de l'année, les démineurs ont déjà effectué 14 interventions, la moitié pour neutraliser des munitions, obus de guerre, cartouches ou grenades. Dans ces locaux, le NEDEX conserve tout un attirail d'engins explosifs, des débuts de l'artillerie à la Seconde Guerre mondiale et des munitions plus modernes. Tout est neutralisé. Il y en a qui ont été tirées, donc elles ont pu atterrir n'importe où. Il y en a qui ont été abandonnées sur place dans des caves ou dans des grottes ou dans des maisons. Et il y en a qui ont parfois aussi été jetées en mer. Donc forcément, là où les dents, eh bien, de temps en temps, les munitions reviennent en bord de plage. Le NEDEX rappelle qu'il ne faut surtout pas les toucher ni les déplacer. La consigne est de prévenir la gendarmerie ou la police pour programmer une intervention des démineurs. Ordinateur gamer, casque VR ou borne d'arcade, c'est du matériel pas comme les autres qui étaient vendus ce matin dans un commerce en liquidation judiciaire. Une vente aux enchères des appareils de la société Réalité Virtuelle Tahiti. Et c'est un public d'acquéreurs avertis qui a répondu présent à Mereteato et Esther Cuneo y étaient. 8 000, c'est bien vu. 9 000, on est à 10 000. 10 000, c'est bien vu. Adjugé 10 000 au 594. Adjugés au plus offrant avec un prix de départ de 1 000 francs, ils étaient nombreux ce matin à venir tenter leur chance à l'affût d'une bonne affaire. Positionné sur le rétroprojecteur, Christian finalement abandonne la partie. Non, le rétroprojecteur il m'intéressait, mais ils sont montés un peu trop cher. Voilà. C'est parti des 5 000 jusqu'à 20 000. Après, un neuf il doit coûter 28 280 €. Pas plus de chance sur les bornes d'arcade. C'était à 25 000 et ils sont montés jusqu'à 80. Je crois qu'un neuf, ça coûte 90, entre 90 et 120, je crois. Bon, c'était bien pour les petits-enfants de faire le ménage, le payer en pièces, qu'ils puissent aller jouer, récupérer et les repayer avec. Mais Christian trouvera quand même son bonheur côté mobilier avec un frigo et 2 commodes pour le prix d'un. Idem pour Yann. Moi j'ai eu un pack ordinateur avec tout ce qui est réalité virtuelle, le clavier. Non, c'était très intéressant du coup par rapport au prix de vente qu'on pratique sur les ventes et échanges, les groupes de vente et échanges, c'est quand même assez en dessous. Et ça c'était intéressant de voir jusqu'où ça allait monter quoi. Donc c'est ça. Donc c'est ma première vente aux enchères, c'était assez stressant mais c'était très bien. Pavo, lui, n'est pas venu pour la réalité virtuelle. Moi, je suis venu chercher des chaises, des tables, justement personnelles. Moi. Comme j'ai un petit restaurant, c'est pour ça. Les ventes sont très intéressantes. Il faut toujours comparer au neuf et à des occasions. Parce qu'une chaise, ça revient quoi? Cette marque-là, ça revient à 9 000 francs, une chaise. Il a le dernier mot pour un lot de 6 chaises à 18 000 francs. Au total, le montant de la vente atteindra près d'1 million. Des accessoires de divertissement vendus en moins d'1 heure ce matin. La maison de quartier du lotissement social Tipper Huygran à Papeete rouvre ses portes après 3 ans de mise en sommeil. La municipalité veut redynamiser le quartier et créer du lien entre les habitants. Ces derniers ont été conviés à une matinée portes ouvertes, comme nous le montre Esther Parocordette. Ces jours de fête à Tipper Huygran,
le quartier retrouve sa maison pour tous après 3 ans de fermeture par la commune de Papeete pour des raisons de sécurité. On revient, mais petitement, on va essayer de mener des actions pour les enfants, pour les adultes, pour tous les habitants, de telle sorte qu'ils se réapproprient ce site ici et de telle sorte qu'on puisse renouer le lien social. Ces familles vivent dans ce lotissement depuis plus de 30 ans. Elles se connaissent et se croisent, mais peut-être moins qu'avant. J'habite ici depuis la naissance avec mes parents et parfois avec le frère de ma maman. Et voilà. Tu connais tes voisins? Oui, mais pas tout le monde. Parce que parfois, comme je reste souvent chez moi, et peut-être aujourd'hui que je ferai des rencontres avec d'autres voisins du quartier. Si seulement tout le monde avait le temps de passer leur temps avec leurs enfants, venir s'amuser avec nous. La fréquentation revient petit à petit, mais ça reste timide. Alors, les animateurs vont à la rencontre des habitants pour remobiliser et le message passe mieux. Et j'emmène mes enfants, ma femme, et rencontrer avec ces locataires-là, ces gens dans le quartier, et comme ça, il va connaître ce qui est ma femme, et ce qui est ma famille, et ce qui est mon enfant, et ce qui est moi. La commune de Papeete a réintroduit un service public de qualité ouvert à tous, de lundi à vendredi. Pourquoi pas trouver un travail, les orienter. Il y a aussi des demandes, si toutefois ils aimeraient organiser des réunions, des rencontres familiales ou un mariage, un anniversaire. Voilà. Vraiment, ces maisons de quartier sont mises à disposition des habitants de la ville. Le grand défi de la nouvelle équipe d'animateurs est de faire cohabiter les habitants pour renouer le dialogue et réduire les fractures sociales. Le Forum des îles du Pacifique va commencer lundi au Tonga, en présence de Moetai Broderson, déjà sur place, qui participe à ce sommet politique. Et à quoi sert-il? Pour le savoir, retrouvons notre envoyé spécial Mike Leral devant le plus célèbre vestige de Tongatapu, le Amanga à Maui. Oui, le forum ouvre officiellement ce lundi à Nuku'alofa, la capitale du royaume des Tonga. 18 leaders du Pacifique, présidents ou premiers ministres y sont attendus. C'est le principal rendez-vous politique en Océanie. Et chaque année, dans une île différente, les pays du Pacifique essayent d'améliorer la surveillance des pêches, de mieux lutter contre le réchauffement climatique ou encore d'améliorer leur réseau de communication. Alors certains sujets ils sont tabous, comme la politique migratoire de l'Australie qui recommence à envoyer ses migrants illégaux dans des camps à Nauru. Mais cette année, ce qui devrait mobiliser les leaders, c'est la question calédonienne. Comment retrouver une paix durable après les émeutes et quelle doit être l'évolution statutaire du Caillou? Même si leurs propositions sont toujours nuancées, les pays du Forum sont tous indépendants, sauf la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Ils sont donc particulièrement sensibles aux revendications indépendantistes des Kanaks. Au Tonga, toujours une cérémonie sans tapa est impensable. Mariage, funérailles, couronnement, quelle que soit l'occasion, les Tongiens déroulent les tofs sacrés. Ils ont dévoilé un pan de leur savoir à nos envoyés spéciaux Mike Leral et Tiarenui Pahueri. Ce tapa est remballé après une inauguration de lycée. On peut s'asseoir dessus pendant des heures ou le voir décorer le plafond d'un hôtel. Pour en produire autant, il faut beaucoup de monde et beaucoup d'enthousiasme. Ces 10 Tongiennes de la communauté de Puke se retrouvent tous les vendredis. Chacune arrive avec une pièce de tapa, cette écorce de mûrier qu'elles ont battue chacune de leur côté. Il faut alors les assembler sans un pli, dans un long processus d'humidification et de séchage. Mais ce jour-là, la colle vient à manquer. L'une des plus jeunes artisanes, Fononga, se rend aussitôt chez elle pour en préparer quelques litres avec de l'eau et de l'amidon. Il faut faire bouillir la mixture jusqu'à ce que la pâte prenne forme, puis attendre que ça refroidisse avant de l'appliquer pour coller les morceaux de tapa. Armés de leurs seaux, les artisanes parcourent le chemin inverse pour amener à temps la précieuse mixture aux mamas impatientes. Et le travail reprend comme tous les vendredis, jour consacré au tapa. Lorsque nos enfants se marient ou fêtent leur anniversaire, nous leur offrons un tapa, car c'est important dans la vie d'un Tongien. Ces grandes pièces de tapa sécheront une journée au soleil avant d'être peintes, offertes ou vendues, entières ou à la découpe.
Folauhola est chargé de préserver ce savoir ancestral dans la plus ancienne ONG de l'île, Langa Fonua à Fafinetonga, qui sert aussi de petit musée, de point de vente aux artisans et de centre de connaissances. Vous êtes libre de dessiner ce que vous souhaitez. Nous avons également des dessins traditionnels comme ici, il y a un wakatou. Il indique dans quel sens le tapa devra être posé. Sa fille, Passimati, bat le tapa depuis son enfance. Après quelques heures de travail, la fine bande d'écorce est devenue bien plus large. On peut la peindre à la main ou choisir d'utiliser une planche de bois sculptée. Celle-ci date de la reine Salotée. Elle est plus que centenaire. Passimati en choisit une autre. Quelques mottes de terre serviront de peinture. Quand j'étais petite, je ne savais pas le faire, mais lorsque j'ai appris avec ma mère, j'en ai été très heureuse. Je fais partie de cette génération qui sait faire du tapa. Alors, mon message à la génération d'aujourd'hui, faites en sorte de ne pas perdre le tapa. Cet art est maîtrisé par toutes les femmes tongiennes. Ces pièces de tapa sont donc très bon marché à Nuku'alofa, sauf lorsqu'elles sont peintes par cet artiste renommé. Cynthia se laisse guider par son feutre, elle peint sans projet préconçu et pour se détendre. C'est comme une thérapie. Lorsque je m'installe pour dessiner, j'oublie tout, quoi qu'il arrive. Je me contente d'apprécier, de m'asseoir et de créer. Et c'est aussi un soulagement pour mes enfants et petits-enfants que leur mère ou grand-mère parviennent à s'amuser toutes seules. Ces œuvres très abouties se négocient jusqu'à 100 000 francs. Mais pour un touriste, difficile de quitter Nuku'alofa sans sa pièce de tapa. Un bon souvenir et pour les Tonga, une ressource à la fois naturelle et culturelle. Et du côté de Hilo, à Hawaï, nos champions de VA ont bien pu décoller pour entrer à la maison. Une tempête tropicale baptisée Hone menaçait plus tôt dans la journée d'annuler les vols vers Honolulu. Ils ont finalement été maintenus. Une partie de la délégation tahitienne a pris un vol direct sur Hawaiian Airlines. Ils arriveront ce soir à Tahiti. Faute de place, les autres ont dû passer par San Francisco et ils arriveront demain. Et un accident de la route s'est produit ce samedi en début d'après-midi sur la commune de Papara. Un véhicule s'est retrouvé sur le toit et un poteau électrique a été arraché. Pas de décès à déplorer, mais 5 blessés légers. Selon des témoins sur les réseaux sociaux, le conducteur de l'un des 2 véhicules accidentés a tenté un dépassement dangereux avant de perdre le contrôle de sa voiture. L'accident a occasionné d'importants bouchons dans la zone. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Et voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Votre soirée sur Tétine Télévision, ne manquez pas à 19h à votre magazine de la glisse Waves, suivi de The Voice Kids et votre émission Arnaque. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétine Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.